vous avez tiré sur ma mère juste parce qu'elle était noire, n'est-ce pas? Le cri de Malik Thomas déchira le ciel lourd d'Atlanta. Evelyn Thomas, 72 ans, ancienne infirmière de combat, s'effondra sur le perron de sa maison. Le sang coulait sur le trottoir fissuré tandis qu'elle serrait son sac de course sans avertissement, sans pitié simplement parce qu'elle n'était pas blanche. Un SUV noir s'arrêta dans un crissement de pneus non loin de là. Malik en sortit, silencieux, le regard fixe et inflexible. Pas de cris, pas de larmes, seulement un regard si féroce qu'il ébranla les fondements même du système. Cette fois, ils avaient versé le sang d'un guerrier. Mais de quel état s'agissait-il? Et la justice était-elle vraiment rendue là où il vivait suffisamment clair avant qu'un autre Malik ne se lève? C'était le 11 septembre 2001. Les tours jumelles s'effondraient sous les yeux de millions de personnes à travers le monde. En un instant, l'Amérique, autrefois superpuissance stable, se transformait en une nation saignant ouvertement sous un soleil de plomb. La tragédie dépassa les pertes humaines, elle brisa une idéologie, la croyance en l'inviolabilité du territoire américain. Moins d'une semaine plus tard, le président George W. Bush déclarait une guerre sans recul, la guerre mondiale contre le terrorisme, nom de code JIWA. Plus de 20 000 soldats furent déployés, dont Malik Thomas, un soldat afro-américain des forces spéciales, calme et discipliné, formé à Fort Bragg et suffisamment aguerri pour ne pas broncher à la vue du sang. Pour Malik, le devoir n'était plus un idéal abstrait. C'était un lourd fardeau, une réalité qu'il acceptait sans hésitation. En juin 2002, Malik était stationné dans la province d'Helmand, en Afghanistan, une terre aride, couverte de poussière rouge et de mines terrestres disséminées comme des pièges mortels. La base opérationnelle avancée était constituée de tentes en toile, ses bottes s'enfonçant dans le sable, son fusil toujours prêt à tirer. Sa mission était claire, participer à une opération visant à éliminer une cellule terroriste liée à Al-Qaïda, le même groupe qui avait attaqué une base de l'OTAN 2 jours plus tôt. Chaque nuit, des ordres cryptés parvenaient par des radios grésillantes, les coordonnées changeant constamment au milieu de cartes déchirées. Pourtant, malgré le chaos, Malik maintenait un étrange rituel. Après chaque mission à laquelle il survivait, il sortait un enregistreur de poche, le seul objet qu'il portait sans numéro de série, et écoutait le dernier message de sa mère, Evelyn Thomas. Sa voix était douce mais inébranlable, d'une force qui semblait défier la guerre et le temps. « Où que tu ailles, je serai là à t'attendre. Cette maison ne t'a jamais été fermée. » Ce n'était pas de simples mots de réconfort ou de conseil. C'était une simple phrase, suffisamment puissante pour qu'un homme comme Malik, devenu insensible à la mort, ressente encore le désir de rentrer chez lui. « Maman, tu me manques. » À l'autre bout du monde, à South Atlanta, en Géorgie, par une chaude et humide nuit de juillet, Evelyn Thomas, 60 ans, arrosait ses hibiscus près de la clôture lorsqu'une voiture de police s'est arrêtée silencieusement. Pas de sirène, pas d'annonce. 2 policiers en sont sortis, un jeune, un plus âgé. Pas de salutation, pas de questions. Le plus jeune a exigé d'inspecter son sac. Avant qu'elle puisse répondre, le plus âgé s'est précipité vers sa porte et a arraché le sac en toile accroché au crochet. « J'habite ici depuis 1983, dit Evelyn d'un ton ferme. Je m'appelle Evelyn Thomas. En cas de problème, je vous suggère d'appeler votre supérieur. » Sans se laisser décourager, ils fouillèrent dans son sac, trouvèrent un portefeuille, des médicaments contre le rhume et un carnet, rien de suspect. Après avoir murmuré des phrases vagues sur un comportement suspect, ils partirent comme s'ils accomplissaient simplement une tâche de routine. Aucune excuse, aucun rapport n'a été déposé. Le lendemain matin, Evelyn a appelé la ligne interne de plainte du département de police d'Atlanta. Sa voix était posée et précise, rappelant celle qu'elle avait autrefois utilisée pour lire le rythme cardiaque aux urgences. Elle a raconté l'incident, l'adresse, l'heure, la description des agents. Elle a conclu simplement, « Je ne veux pas que quelqu'un soit licencié. Je veux juste vivre en paix dans le quartier où je vis depuis près de 20 ans. » Le système automatisé répondit, « Votre rapport a été transmis à l'inspecteur local. » Un numéro de dossier apparut, 718-788 ZVD Delta. Elle le nota et attendit. Mais 3 jours plus tard, lorsqu'Evelyn tenta de retrouver l'affaire, le dossier avait disparu du système, supprimé manuellement sans explication, sans aucun rappel, sans une seule réponse, comme si de rien n'était. C'était la première fois qu'Evelyn était soumise à une perquisition illégale. Mais ce ne serait pas la dernière. Une semaine plus tard, alors qu'elle ramenait les poubelles, une voiture de police a balayé sa cour de ses phares. Aucun policier n'est descendu, ils ont juste regardé fixement avant de repartir.
Elle a choisi de ne plus signaler l'incident, non pas par peur, mais parce qu'elle savait que le système ne vous rejette pas d'emblée. Il reste silencieux, attendant que vous abandonniez. Quand tout sera terminé, quand elle ne sera plus en vie, cet appel oublié, rejeté comme un problème technique, deviendra une blessure profonde dans ce que certains osent encore appeler la justice. Si l'on ne peut même pas croire une femme noire âgée qui a sauvé des soldats américains sur le champ de bataille, alors qui mérite encore la protection de la loi? Malik Toma a quitté Kandahar par une matinée sans vent. L'air était encore imprégné d'une légère odeur de poudre provenant du bombardement de la nuit précédente. Ses coéquipiers ont été chargés de récupérer les corps, mais Malik a reçu l'ordre de se retirer immédiatement. Un officier subalterne a délivré un message laconique, réaffectation tactique temporaire. Mise en disponibilité d'urgence. Aucune explication. Aucune demande de confirmation. Aucune évaluation médicale ou psychologique. Il avait exactement 60 minutes pour faire ses bagages, rendre ses armes et quitter le front comme un étranger. Malik, un soldat qui avait mené 3 missions de contre-espionnage et sauvé 2 conseillers de la CIA dans les montagnes du Nouristan, fut escorté par un hélicoptère banalisé. Personne ne vint le saluer. Aucune question ne lui fut posée. Le chef d'équipe a simplement dit, une chose est étrange, tais-toi. Rentre chez toi. Il n'y a plus rien pour toi ici. Malik n'a pas fermé l'œil pendant le vol de retour. Il a ouvert son carnet relié en cuir de chèvre. À l'intérieur se trouvaient quelques lignes manuscrites, l'adresse de sa mère à Atlanta et une vieille photo de 2 debout devant une palissade en bois. Il fixait l'image, mais son esprit restait concentré sur le champ de bataille. Quelque chose clochait. Le moment de son retrait était suspect. L'opération était à un stade critique, et il était le seul à avoir une vue d'ensemble. Le remplacer aussi brutalement n'était pas seulement irrégulier, cela pouvait mettre en péril toute l'équipe. Mais ce qui a véritablement alarmé Malik, ce sont les derniers mots de son supérieur, il ne te reste plus rien ici. Pas, tu as besoin de repos, ni, quelqu'un d'autre prendra la relève. C'était un dépouillement de son rôle, comme s'il avait commis une erreur fatale sans le savoir. À la base aérienne d'Andrew, dans le Maryland, au lieu d'être renvoyé à Fort Bragg, Malik fut emmené dans un poste temporaire de la police militaire. Un homme vêtu d'une simple chemise bleu marine sans insigne lui demanda de remettre toutes ses cartes d'accès, son matériel de communication et ses codes d'identification interne. C'est juste le protocole, dit l'homme. Mais Malik savait que ce n'était pas le cas. Lorsqu'on demande à un opérateur Delta de remettre ses codes avant une réaffectation, cela signifie qu'il n'est plus digne de confiance. Pas de suspension, pas d'accusation, juste le silence. Et ce silence était l'avertissement le plus fort, Malik avait touché quelque chose, ou quelqu'un, qu'il n'était pas censé toucher. Il n'a pas appelé chez lui. Il a loué une voiture et a roulé du Maryland jusqu'en Géorgie, évitant complètement les canaux militaires. Il n'avait sur lui qu'un sac à dos tactique et une note manuscrite d'un ancien coéquipier. Pas de nom, juste une ligne, ta mère vit toujours seule, n'est-ce pas? C'est pourquoi il avait enfreint toutes les procédures et été retourné à Atlanta comme un fantôme. Sans ordre. Sans permission. Presque de l'insubordination si quelqu'un avait pris la peine de l'accuser. Mais Malik s'en fichait. Ce n'était plus un soupçon. C'était une alerte. Il s'arrêta à une station-service en Caroline. Une voiture de police s'arrêta à côté de lui. 2 policiers entrèrent dans la supérette. Malik resta à la pompe, les yeux rivés sur le rétroviseur. Ce regard scrutateur de la part d'une personne armée et autorisée était quelque chose qu'il avait vu à la guerre, mais qu'il n'aurait jamais imaginé revoir chez lui. Aucun mot n'a été échangé. Aucun n'était nécessaire. Un ancien opérateur sait quand l'air change. Ce jour-là, l'air portait une odeur âcre d'avertissement. En entrant à Atlanta au crépuscule, Malik évita les routes principales. Il emprunta les ruelles du quartier où il avait grandi. Les rues étaient défoncées, usées. La vieille maison de sa mère se dressait tranquillement, toit défraîchi, lumière du porche éteinte, personne dehors. Il s'est garé, a coupé le moteur, mais n'est pas sorti. Une froide tension lui parcourut l'échine. Non pas la peur, mais l'instinct pur, le même qui ne l'avait jamais trahi au combat. Quelque chose n'allait pas. Et cette fois, la menace ne venait pas de la guerre ou du terrorisme. Cela venait de l'endroit qui aurait dû être le plus sûr de tous. Malik s'est garé à un pâté de maison de la maison de sa mère. Par habitude, garder ses distances comme avec une cible militaire,
même lorsque la cible n'était qu'une maison délabrée marquée du panneau en bois, 143. Ce n'était pas de la peur. C'était un instinct de survie. Il ne voulait pas que quiconque voie sa voiture devant. Il ne voulait pas que quiconque ait le temps de se préparer. En sortant, il ne se dirigea pas directement vers la porte d'entrée. Il tourna à droite et fit le tour du quartier. Toit bas couvert de mousse, clôture en bois pourri, odeur de terre humide. Rien n'avait changé, mais rien ne semblait familier. La boule dans sa gorge n'était pas une émotion. C'était une alarme. Malik avait déjà entendu ce son quelque part auparavant. Les quartiers pauvres étaient toujours bruyants. Lorsqu'ils devenaient trop silencieux, cela signifiait qu'il manquait quelque chose ou qu'il allait se passer quelque chose. Ici, le silence avait un goût métallique non pas de paix, mais de pression. La maison de sa mère était toujours là, fragile et exposée, comme un vieux soldat qui avait oublié sa démobilisation. Une légère odeur de peinture persistait, et Evelyn n'avait jamais aimé la peinture fraîche, car elle dégageait toujours une odeur vague et artificielle. Malik entra sans allumer les lumières, laissant les derniers rayons du soleil filtrer doucement à travers les stores. Tout était impeccablement rangé, aussi bien rangé, en fait, que même le silence semblait ordonné. Sur la table à manger reposait un vase rempli de fleurs en plastique. Evelyn n'aimait jamais les fleurs fraîches, car elles mouraient trop vite. Une note a été laissée sur la table, je suis passé au marché. N'oubliez pas d'acheter du lait. Malik resta immobile, écoutant attentivement. Le ventilateur de plafond tournait silencieusement au-dessus de lui. Il n'y avait aucun bruit d'eau courante, aucun pas, aucun signe que quelqu'un d'autre ait été dans la maison. Pourtant, lorsqu'il franchit le seuil de la véranda, son instinct le piqua non pas à cause d'un bruit, mais à cause d'un regard perçant venant d'une fenêtre de l'autre côté de la rue. Un rideau venait d'être tiré. Malik ne se retourna pas. Il était assis sur les marches comme s'il revenait du magasin, tel un fils qui n'aurait pas ramené la guerre à la maison. Un léger clic résonna derrière lui. Le portail en fer grinça et une femme âgée sortit de la maison voisine. Petite, une canne à la main, vêtue d'un pull sombre, son visage ne trahissait aucune surprise, mais plutôt l'attente. « Je savais que tu reviendrais, dit-elle doucement. Malik se leva, mais il ne sourit pas et ne dit rien. Elle continua d'une voix posée, « Chaque matin, ta mère arrosait les plantes et regardait dans la rue. Elle disait toujours, Malik reviendra. Il ne m'a pas quitté. » Malik hocha légèrement la tête. « Est-ce qu'elle va bien ? » Elle va bien. Mais ces derniers temps, on la surveille. La police l'a arrêtée à plusieurs reprises, dont une fois dans la rue, devant la pharmacie. Malik resta silencieux. Ils ont fouillé son portefeuille et lui ont demandé sa carte d'identité. Quand je leur ai demandé pourquoi, ils ont répondu qu'ils faisaient juste leur travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça n'arrivait jamais. Elle n'en parle pas beaucoup, comme si elle ne voulait déranger personne. Mais je le vois bien. Elle rentre plus tôt à la maison et ne va plus au parc. Malik plissa les yeux. Combien de fois est-ce arrivé ? 3, peut-être 4. Je ne suis pas sûr. Mais tu sais, pour quelqu'un comme elle, une fois, c'est déjà trop. Ce soir-là, Malik était assis seul dans la chambre de sa mère. La douce lumière jaune de la lampe de bureau éclairait une table en bois sombre. Il n'y avait ni poussière, ni trace de café. Tout était en ordre parfait, le genre d'ordre que seul un ancien militaire pouvait conserver, net, clair, sans le moindre détail déplacé. Malik ne cherchait rien de précis, mais son regard scrutait chaque surface, table, étagère, couvercle de boîte. Dans un petit tiroir, il trouva un fin carnet à couverture plastique transparente et pages lignées. L'écriture était indubitablement familière, celle d'Evelyn Thomas, ferme, légèrement inclinée vers la droite. Sans fioriture, mais précise. Chaque ligne détaillait les tâches quotidiennes, aller chercher les médicaments, appeler l'assurance, réparer le robinet. Mais vers le milieu du carnet, entre, aller chercher un pressing, et, acheter un bain de bouche, une ligne ressortait, soulignée 2 fois à l'encre rouge, service de réclamation. Nouveau numéro appelé le 7/6e. Aucune suite. Aucun résultat. Ce n'était ni barré ni complet. Malik fixa le numéro, c'était une ligne interne. 6 chiffres. Un préfixe inconnu. Il tapa le numéro sur son téléphone. L'écran afficha, la ligne n'est plus active. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, Malik se rendit à l'épicerie du coin, au bout du pâté de maison, celle où sa mère allait chaque week-end. Les allées étaient étroites, des sacs plastiques pendaient partout,
une odeur d'ail séché et de vieux journaux flottait dans l'air. Le propriétaire était Monsieur Valdez, un Cubain de plus de 70 ans, aux épais cheveux blancs et à la voix rauque. Dès qu'il aperçut Malik, Valdez hocha la tête d'un air entendu. « Tu es le fils d'Evelyn, n'est-ce pas? Je l'ai su dès que je t'ai vu. Il y a quelque chose dans tes yeux, comme les siens. » Malik ne répondit pas. Monsieur Valdez sortit un sac en papier de sous le comptoir et le posa devant. « Elle va bien, mais elle avance lentement ces derniers temps. Je l'ai remarqué. » Malik hocha la tête en silence. « Il y a quelques semaines, poursuivit Valdez, 2 jeunes policiers l'ont arrêtée sur le parking. J'ai observé depuis l'intérieur du magasin. Elle a ouvert son portefeuille, leur a montré ses papiers. Ils l'ont regardé quelques minutes, puis sont repartis sans s'excuser. J'ai demandé ce qui se passait. Ils ont dit qu'elle n'avait pas l'air d'être à sa place ici. Merde. Comme s'il existait un prototype quelque part pour les gens qui en ont besoin. » Malik resta immobile. Valdez sortit un paquet de cigarettes non ouverts et le lui tendit. « Tu sais ce qui les touche vraiment? Ce n'est pas qu'elle soit vieille, ni qu'elle soit noire. C'est qu'elle ne baisse pas la tête. Elle les regarde droit dans les yeux, à hauteur d'homme. Et pour ceux qui portent l'uniforme, c'est un crime. » De retour chez lui, Malik était assis sur les marches en béton du porche. L'endroit portait encore les légères traces d'humidité là où sa mère avait arrosé les plantes. La vieille brique était encore humide. Son bras gauche reposait sur son genou, sa main droite tenait un enregistreur de poche. Il a écouté un vieux message, le seul encore enregistré, datant d'il y a près d'1 an. « Tu peux aller n'importe où, mon fils, mais je serai toujours là à t'attendre. Cette maison ne t'a jamais fermé sa porte. » Il avait entendu ces mots des dizaines de fois, comme un signal qu'il appelait à la maison ou une promesse qui n'avait jamais besoin d'être confirmée. Mais aujourd'hui, il sonnait différemment. Ce n'était plus un accueil, mais un avertissement. Une petite cloche avait sonné dans le silence, et il ne l'avait pas entendu à temps. Cet après-midi-là, le ciel était couvert et étouffant. L'air circulait à peine, coincé entre les toits bas et les murs baignés de rayons de soleil. De nombreuses familles avaient fermé leurs portes hermétiquement, les ventilateurs électriques ronronnant derrière de fins rideaux. Personne n'était dehors, à l'exception de quelques enfants téméraires jouant à l'ombre des arbres. Soudain, le rugissement d'une voiture de police a brisé le silence. Pas de sirène, pas de haut-parleur. Une berline argentée a filé à toute allure dans la rue, plaque d'immatriculation masquée. Selon des rapports ultérieurs, il s'agissait d'un véhicule suspecté d'être volé. Mais à ce moment-là, personne ne savait. Il n'y a eu aucun avertissement, juste le crissement des pneus dérapant brusquement dans un virage, suivi de l'ouverture brutale de la portière. Un jeune homme noir d'une vingtaine d'années, vêtu d'un sweat à capuche noire, a sauté hors de la voiture avant même qu'elle ne s'arrête. Il a traversé un terrain vague, a franchi une clôture basse et s'est dirigé droit vers l'immeuble où habitait Evelyn Thomas. 3 policiers se sont lancés à sa poursuite. À la tête de l'équipe se trouvait Travis Dunn, un jeune policier impétueux, connu pour ses réflexes rapides. Derrière lui se trouvait le sergent Hill, un officier chevronné proche de la retraite, fraîchement sorti de l'académie quelques mois auparavant. Dunn n'appela pas de renfort ni ne réfléchit. Il avait déjà dégainé son arme avant même qu'il ne dise « Arrêtez. Arrêtez ou je tire ». Mais l'homme ne s'arrêta pas. Il ne se retourna pas. Il disparut derrière la rangée de maisons en quelques secondes, telle une ombre qui disparaît. Dunn ne s'arrêta pas pour scruter les environs ni chercher des signes. Tendu comme un ressort, il fixa la cible la plus proche, la première maison dont la porte était ouverte, celle d'Evelyn. La porte n'était pas verrouillée. Le jardin était calme. Evelyn sortait, un sac poubelle à la main. Elle portait une chemise grise, un pantalon en plaid, des pantoufles souples, rien à voir avec une personne en fuite. Elle s'arrêta en voyant Dunn, sans reculer ni paniquer. Elle demanda simplement « Que se passe-t-il » Mais Dunn ne l'entendit pas. Dans son esprit, c'était l'endroit où le suspect avait disparu, une ombre, une porte ouverte, un homme noir. Toute sa logique tordue convergea à cet instant. Il serra plus fort son arme, son doigt se crispa sur la détente. Il ne connaissait pas son nom. Il n'en avait pas besoin. Il ne voyait qu'un obstacle et dans son esprit, cet obstacle devait être supprimé. L'agent Dunn n'a pas regardé attentivement. Il n'a pas vérifié la dernière position connue du suspect. A-t-il vérifié si quelqu'un d'autre était entré dans la maison? Non.
Il a seulement vu une silhouette noire debout dans l'embrasure d'une porte ouverte au bout d'une course-poursuite, et son esprit a fait le reste. Il a crié, main en l'air. À genoux. Sa voix tremblait. Était-ce l'adrénaline, la peur ou l'autorité? Personne n'aurait pu le dire. Evelyne sursauta, tenant toujours le sac poubelle, mais ne cria ni ne courut. Elle essaya de parler, La phrase resta inachevée. Le coup de feu retentit sans sommation, sans coup de semonce tiré en l'air, sans temps de réponse. Juste un seul craquement froid. Evelyne s'effondra sur le perron. Le sac poubelle tomba, faisant tomber quelques vieilles canettes qui s'écrasèrent sur le carrelage. La lumière oblique du soleil de midi frappait le sang qui se formait lentement sur le béton. Le coup de feu a tiré le quartier de son sommeil de midi. Les rideaux se sont ouverts, des enfants ont crié dans les jardins et un voisin a crié. L'officier vétéran a couru derrière Dunn, le visage pâle. « Mais qu'est-ce que tu viens de faire » hurla-t-il. Dunn resta figé, haletant, le regard hagard comme s'il avait été touché. Il courut à l'intérieur, ses mots se brisant dans l'air qui s'épaississait. Puis la stagiaire, une jeune femme assise au fond, prit la parole, d'une voix douce mais tranchante comme un rasoir, « Je n'ai vu personne entrer dans la maison. » Un étrange silence engloutit tout. Le sergent il se retourna. L'allée derrière la maison ne présentait aucune trace de pas, aucune clôture brisée, aucune branche cassée. Ils examinèrent à nouveau le terrain. Le chemin emprunté par le suspect était toujours visible, mais il bifurquait dans une autre direction. L'homme à capuche s'était faufilé dans une étroite ruelle latérale, sans jamais se diriger vers la maison d'Evelyne. Ce qui signifiait que personne n'était entré. Pas d'effraction. Rien ne justifiait ce coup de feu. Malik Thomas n'était pas là quand c'est arrivé. Il n'a pas entendu le coup de feu. Mais 3 minutes plus tard, ses pneus ont crissé devant la maison, laissant des traces de caoutchouc brûlé sur le trottoir. La porte s'est ouverte brusquement. Il ne courut pas. Il marcha, les yeux fixés sur la scène. La première chose qu'il vit ne fut ni un policier ni un passant en pleurs. C'était sa mère, allongée sur le côté sur le pas de la porte, le sang trempant sa chemise gris cendré. Une main était toujours tendue, comme pour offrir à quelqu'un une explication qu'il ne pourrait jamais donner. Il ne cria pas, ne se frappa pas la poitrine, ne l'appela pas, et pourtant quelque chose en lui se brisa. À partir de cet instant, le combat qu'il pensait avoir laissé derrière lui reprit vie ici même, dans son propre pays. Le SUV noir de Malik vira brusquement au virage, ses roues arrière dérapant légèrement sur l'épaisse poussière qui recouvrait la route, laissant une trace comme une coupure fraîche sur la peau d'un quartier oublié. Il n'alluma pas ses phares ni ne klaxonna. Il accéléra simplement, puis freina brusquement en approchant de la rue de sa mère. Les pneus crissèrent sur le ciment chaud lorsque le moteur s'arrêta. Dans ce silence soudain, quelque chose en lui se brisa. Il n'y eut ni radio, ni commande vocale, ni alarme. Mais en lui, chaque nerf résonnait d'une même urgence, quelque chose de terrible s'était produit, et c'était arrivé vite, trop vite. Au moment où il revenait, il ouvrit la porte. Il ne courut pas, il marcha. Chaque pas était lourd, comme une pierre raclant le sable. Ses yeux étaient fixés sur le porche où Evelyne Thomas gisait sur le flanc, le sang coulant de sa poitrine dans une flaque sombre et grandissante sur les carreaux fissurés. Un bras tendu en avant, comme pour appeler à l'aide ou tenter d'arrêter quelque chose. Le sac poubelle lui était tombé des mains, des poubelles dévalaient les escaliers. Personne ne les avait ramassées, personne ne l'avait touché. Ses yeux étaient toujours ouverts, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, le choc. Non pas à cause de la balle, mais à cause du fait que cela s'était produit juste devant sa porte. Malik s'agenouilla près d'elle et lui releva la tête, la posant délicatement sur son genou comme il le faisait lorsqu'elle avait des migraines et qu'il n'était qu'un enfant. Ses mains, habituées à tuer à bout portant sans l'ombre d'une hésitation, tremblaient maintenant en touchant sa joue. Froide. Pas de pouls. Il pressa son oreille contre sa poitrine, espérant un battement, un seul, mais rien. Une part de lui croyait encore qu'il aurait pu la sauver. Que si c'était le Helmand, avec des médecins et des hélicoptères, les choses auraient pu être différentes. Mais il n'était pas en Afghanistan. Il n'y avait aucune équipe de soutien, aucun renfort, juste lui au cœur de l'Amérique, devant la porte de sa mère. Et elle, la femme qui avait autrefois sauvé des soldats américains, celle qui avait attendu à chaque déploiement, avait disparu au sans nom, sans réponse. Malik ne pleurait pas. Ses yeux restèrent secs, mais quelque chose en ne changea ni le chagrin, ni la rage,
mais quelque chose de plus froid, une décision. Ce n'était pas une simple fusillade, c'était une mission. Personne n'avait le grade pour lui ordonner de se retirer. Autour de lui se tenaient 4 officiers. L'un venait d'appeler. Un autre tenait mollement son arme, ne sachant plus quoi en faire. Un troisième détourna le regard, les mains tremblantes, incapable de se retourner vers le corps sur le porche. Le dernier, Dunn, se tenait juste en face des marches, pâle et trempé de sueur, les doigts encore à moitié repliés comme s'il était incapable de relâcher la détente. Personne ne demanda qui était Malik. Personne ne dit un mot, car il ne cria ni ne s'en prit à lui. Il serra simplement sa mère dans ses bras comme s'il pouvait arranger les choses. Et pourtant, ce qui les fit taire n'était pas seulement le chagrin, c'était le silence qui entoure un homme qui n'est visiblement pas ordinaire. Malik fouilla dans sa poche et en sortit un téléphone. Pas de marquage, pas d'insigne, juste un écran avec un champ de code vierge. Il tapa lentement, Delta 9R drapeau noir. Sans hésitation, sans tremblement. Comme quelqu'un qui aurait composé ce code 1000 fois, non pas pour demander la permission, mais pour lancer un protocole d'intervention connu de quelques-uns seulement. 3 secondes plus tard, la ligne s'ouvrit. Une voix de femme se fit entendre basse, froide, impassible. Vous êtes en ligne pour les opérations stratégiques. Sans se retourner, Malik répondit calmement et avec précision, victime civile de type à lien direct avec le code temporaire d'un agent spécial. Evelyn Thomas, Atlanta. Activez le protocole d'intervention nationale de haut niveau. Après une pause d'exactement 5 secondes, la saisie, puis la confirmation, coordonnées verrouillées. Équipe d'intervention secrète en approche dans 18 minutes. La police locale doit rester à distance. Activez le confinement. Il raccrocha. Pas d'effet sonore, pas de clin d'œil cinématographique, mais l'atmosphère changea. Tout le monde le sentit. Pas d'uniforme, pas d'insigne, la seule façon dont Malik se tenait, droit, lent, le regard d'acier, suffisait à faire reculer un jeune officier. « Êtes-vous de la famille de la victime » demanda-t-il, s'efforçant de rester calme. Malik le fixa du regard, impassible, puis répondit d'une voix basse et claire, « Vous avez tiré sur ma mère parce qu'elle était noire, n'est-ce pas » Pas de cri, pas de coup de poing, mais ces mots firent détourner le regard des autres policiers. Seul Dunn resta figé, et lui, mieux que quiconque, comprit que la véritable menace venait d'arriver. Malik s'agenouilla à nouveau près d'Evelyn et posa sa grande main sur la sienne. Son dos était trempé non pas par la chaleur, mais par quelque chose qui bouillonnait en lui, autre que l'émotion. C'était de la discipline, celle qu'on apprend à ne pas appuyer sur la gâchette, même quand tous ses nerfs hurlent le contraire. Si c'était la seule chose qui le maintenait stable maintenant, ce serait aussi la force qui obligerait tout le système à répondre de cette situation. L'ambulance est arrivée exactement 17 minutes après l'appel crypté. Pas de sirène, pas de bruit. Un véhicule médical civil a été dépêché selon un protocole d'intervention nationale de niveau militaire, contournant totalement la police locale. 2 personnes en uniforme bleu en sont sorties. Elles n'ont posé aucune question ni pris de notes, elles ont simplement salué Malik et se sont mises au travail. Le corps d'Evelyn fut soulevé avec la précision de ceux qui connaissent les procédures de classe A sans un seul bruit sourd ni un seul glissement. Le drap blanc fut relevé lentement, juste assez pour couvrir son visage. Malik ne regarda pas une dernière fois. Il en avait assez vu. Ce dont il avait besoin de se souvenir, il l'avait déjà gravé au plus profond de lui-même. Ce qui restait, c'était le carburant pour enclencher un processus irréversible. Alors que l'ambulance quittait le pâté de maison, les voisins commencèrent à se rassembler. La plupart observaient derrière des rideaux ou sur le perron, de l'autre côté de la rue, les yeux rivés sur la maison numéro 143. Quelques-uns tenaient leur téléphone, mais n'osaient pas le lever. Quelque chose dans l'air leur disait que ce n'était pas le moment d'enregistrer. C'était le moment de se souvenir du visage perdu et de celui qui était revenu. La police reçut l'ordre de quitter les lieux. Personne n'osa approcher Malik. Même Dunn, celui qui avait appuyé sur la gâchette, ne fut pas emmené. Mais il resta figé, comme s'il comprenait que ne pas être menotté ne signifiait pas qu'il était libre. Malik entra dans la maison. Il ne regarda personne, ne répondit à personne. La porte se referma derrière lui comme une fin ou un ordre qui ne nécessitait pas de mots. La maison s'assombrit lorsqu'il éteignit les lumières et tira les rideaux. Dans ce silence, il ne s'assit pas. Il se tint au centre de la pièce, prit une longue inspiration et commença.
L'ordinateur de sa mère trônait dans le coin de la cuisine, un vieux modèle avec un clavier lourd et un écran sombre. Malik l'alluma. Il n'y avait pas de mot de passe. Evelyn lui avait dit un jour qu'il n'y avait rien à cacher sur cette machine, mais pour Malik, tout pouvait être une donnée. Il n'a pas cherché de mail ni lu de journaux. Ce qu'il voulait, c'était des traces du système, et sa mère avait touché au système. Le dossier récent révéla un PDF au titre simple « Rapport de plainte citoyenne, 6 juillet ». Il l'ouvrit. Un court document d'environ 300 mots, clairement formulé. Il mentionnait 2 agents, T. Dunn et C. Campbell. Le motif de la plainte était une perquisition personnelle sans mandat, sans rapport déposé, sans motif valable. La dernière ligne disait « Je demande une réponse écrite ». Inutile de rappeler. Malik a extrait le fichier et l'a transféré sur son disque dur crypté. Il a ensuite accédé à la base de données interne de l'interface de l'agence de réponse stratégique, cryptée au niveau des opérations spéciales. Une séquence de connexion biométrique est apparue. Personne d'autre n'y avait accès. Une fenêtre s'est ouverte avec un logiciel de traçage de données pour les relations avec les forces de l'ordre civil. Il tapa « Evelyn Thomas, plainte interne du PD d'Atlanta, 12 derniers mois ». L'écran ne renvoya rien, vide. Aucun enregistrement, aucun journal. Malik plissa les yeux. Une chose était sûre, pas de données, c'était des données. Sa question suivante fut, Travis Dunn, police d'Atlanta, 24 mois de service. Cette fois, 39 rapports de patrouille apparurent, dont 8 cas de recours à la force, dont 3 impliquant des civils non armés. Une suspension temporaire fut prononcée pour insulte raciste sur la radio interne, suspension qui fut ensuite annulée après une audience interne sans enregistrement audio. Malik ne s'est pas fâché. Il n'a pas été surpris. Il a simplement relevé 3 noms récurrents dans les 8 rapports d'usage de la force et a commencé à dresser une carte du réseau d'agents spécialisés dans la prise en charge des hommes noirs suspects. Des liens se formèrent, qui s'associaient à qui, quelles affaires avaient des témoins et lesquelles n'en avaient pas, un système anonyme et non officiel. Pourtant, il fonctionnait avec la précision d'une chaîne de montage. Il marquait en rouge ceux qui se couvraient, en orange ceux qui pointaient du doigt, en noir celui qui tirait. Au centre de la carte se trouvait nul autre que Travis Dunn. Malik ouvrit un autre fichier, des images de caméras de surveillance publique situées à proximité, secrètement récupérées par les services de renseignement militaire pour une analyse comportementale des civils. Il saisit la plage horaire, 11h45 à 12h10. Une vidéo apparut, montrant le suspect en train de fuir, un homme noir en sweat à capuche empruntant la ruelle à côté de la maison, sans jamais croiser la trajectoire d'Evelyn. Le virage ne correspondait pas au rapport de Dunn. Malik sauvegarda le fichier, le chiffra et l'étiqueta, preuve de classe A, incohérente. Dans la maison plongée dans l'obscurité, aucune lumière n'était allumée. Seule la faible lueur de l'écran éclairait le visage d'un homme qui venait de perdre sa mère et qui venait d'activer un processus qu'aucune force de l'ordre local ne pouvait arrêter. Il ne criait ni ne jurait. Il ne riposterait pas avec les poings, mais avec les données, le droit, la stratégie et le poids d'un système autrefois utilisé pour démanteler des régimes armés entiers. Cette fois, il allait l'utiliser pour forcer l'homme responsable de la mort d'Evelyn Thomas à affronter les règles mêmes qu'il avait autrefois contournées pour survivre. Le lieutenant Riley Green n'était pas novice en la matière. Elle avait servi dans la police d'Atlanta pendant 12 ans. Elle avait gravi les échelons, appris à garder le silence, maîtrisé l'art de rédiger des rapports suffisamment concis pour éviter d'entraîner quiconque dans des ennuis, et avait été témoin d'incidents où la justice n'était plus qu'un terme poli par le langage bureaucratique. Elle comprenait la procédure et la manipulation. Le système ne reposait pas sur la vérité, mais sur un consensus silencieux. Mais cet après-midi-là, alors qu'elle se tenait à une maison du porche d'Evelyn Thomas, et qu'un coup de feu retentissait dans la chaleur accablante de juillet, tout ce qu'elle avait appris perdit tout son sens. À cet instant, le bourdonnement des ventilateurs, les aboiements des chiens et le grésillement de la radio semblèrent s'éteindre, comme si quelqu'un l'avait débranché. Un son subsistait dans son esprit, le vide. Elle fut la première à arriver sur les lieux après le coup de feu. Dunn était toujours là, le bras tiré en arrière, l'épaule toujours tendue. Evelyn s'était effondrée. Pas de cris, pas de hurlements, pas d'éclaboussures de sang comme dans les films. Juste une mère effondrée devant sa maison, la main toujours tendue comme si elle tenait quelque chose d'invisible. Malik n'était pas encore arrivé. Aucune porte ne s'était ouverte dans le quartier. Dans cet instant de silence de mort, Riley savait au fond d'elle-même qu'il était impossible de rationaliser ce qui s'était passé.
Impossible de parler d'erreur tactique ou de réaction incontrôlée. C'était un acte, et il avait coûté la vie à quelqu'un qui n'avait rien fait de mal. Cette nuit-là, Riley ne dormit pas. Elle n'alluma pas la lumière. Elle était assise dans son salon devant son ordinateur portable personnel, un ordinateur qu'elle n'utilisait jamais pour les affaires du service. Sur l'écran s'affichaient des dossiers disciplinaires internes des dernières années, notamment des rapports concernant Travis Dunn. Elle les ouvrit un par un. Des notes ont été publiées, langage inapproprié lors d'un échange avec des citoyens afro-américains, recours à la contention physique avant la confirmation du suspect. L'affaire a été traitée en interne, mais toutes les conclusions sont identiques, motifs insuffisants pour saisir la commission d'examen. Elle ouvrit un dossier privé et en créa une copie chiffrée. À chaque fois qu'elle appuyait sur « Enregistrer », elle avait l'impression qu'une part d'elle-même lui était arrachée, celle qui avait toujours cru que le silence était le choix le plus sûr. Mais elle ne s'arrêta pas, car, pour la première fois, Riley comprit, se taire, c'était désormais se ranger du côté de l'homme qui avait appuyé sur la gâchette. Riley ne se considérait pas comme une héroïne. Elle n'avait jamais imaginé être une lanceuse d'alerte ou celle qui rompait le silence. Ces étiquettes n'apparaissaient dans les médias qu'une fois que tout était terminé, lorsqu'il fallait trouver un titre à celui qui avait discrètement dépassé les bornes. Mais ce qui s'était passé sur le porche d'Evelyn Thomas laissa un vide plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Une question résonnait nuit après nuit, si cela avait été ma mère et que personne n'avait été tenu responsable, qu'aurais-je fait? Personne au département ne voulait entendre cette question, car si on la posait, quelqu'un aurait dû y répondre. Elle a commencé à tracer discrètement, ne laissant aucune trace de connexion interne. À chaque recherche, elle modifiait les identifiants des appareils, changeait de VPN et utilisait un logiciel développé par ses soins pour contourner les journaux systèmes. Puis elle a trouvé le premier indice, le dossier de plainte d'Evelyn Thomas avait existé. Une entrée du journal, le soir du 7 juillet le lendemain de sa soumission avait été consultée par Canada Waiters, un agent administratif de niveau intermédiaire, ancien élève du père de Dunn, aujourd'hui responsable de la coordination des dossiers internes. La commande lancée n'était pas affichée, mais supprimée de l'index public. Il ne s'agissait pas d'une erreur, mais d'une erreur délibérée. Riley fit une capture d'écran, enregistra le fichier, le chiffra et le masqua comme un document de formation. Elle sortit ensuite son disque dur personnel, le glissa au fond du tiroir de son armoire à chaussures et referma la doublure comme avant. Elle ne savait pas quand elle en aurait besoin, mais elle savait qu'elle en aurait besoin. Le lendemain, Riley se rendit au travail comme d'habitude, chemise blanche, café noir, les doigts tapotant légèrement sur le bureau comme si elle attendait une réunion. Personne ne lui demanda ce qu'elle pensait de la fusillade. Ils se contentèrent de formules creuses comme « ça aussi passera » ou « tout se déroulera comme prévu ». Mais Riley savait que le protocole avait été rompu. Il savait qu'elle le savait, car leur regard avait changé non pas avec hostilité ou dédain, mais avec prudence comme s'il pressentait qu'une partie de la machine s'était déréglée et qu'elle pourrait être celle qui déclencherait une réaction en chaîne. Riley n'a rien rapporté à ses supérieurs. Elle n'a envoyé aucun dossier à la presse ni parlé à qui que ce soit, pas même à la personne en qui elle avait le plus confiance. Elle s'est contentée de rassembler les fragments que d'autres croyaient perdus dans le temps. Dans ce système, Riley Green n'était pas une traîtresse. Mais elle ne faisait plus partie du chœur. Elle était une note dissonante, une pièce mal alignée. Parfois, il suffit d'une seule pièce mal alignée pour que toute la structure se mette à trembler non pas parce que quelqu'un veut la détruire, mais parce que les fissures étaient toujours là, à l'affût. Les documents internes de la police d'Atlanta ne ressemblaient en rien à des dossiers judiciaires. Il n'y avait ni début ni conclusion, juste des entrées éparses, brèves, dénuées de contexte, parfois sans point. Mais pour Malik, chaque ligne était un signal. Comme il traquait ses ennemis dans le désert, guidé par une empreinte de pas mal placée ou un fil fraîchement coupé. Le premier dossier daté d'août 1999, une femme afro-américaine d'environ 65 ans, peu coopérative lorsqu'on lui a demandé de quitter le banc du parc après les heures de travail. Pas de cris, pas d'agressivité, restée immobile. On lui a demandé de connaître l'autorité précise qui avait donné cet ordre. En dessous, une note jaune, rédigée par un recruteur, indiquait « attitude douteuse envers l'autorité », ce qui justifiait une surveillance légère de niveau 1. C'était sa mère. Le parc était à moins de 300 mètres de leur maison. Evelyn lui disait qu'elle aimait s'y asseoir après le dîner, quand elle était encore en bonne santé, et apporter une chaise en plastique pour lire sous les arbres. Mais depuis quand lire un livre est-il devenu une forme de non-conformité? Et qui a décidé de ce que signifiait la surveillance douce?
Il a fait défiler la page. L'entrée d'octobre 2001 indiquait, sujet Evelyn Thomas, rapport de patrouille, refus de présenter une pièce d'identité lors d'un contrôle aléatoire devant la pharmacie. Motif du contrôle, comportement suspect, grand sac à main, regard instable. Addendum, aucune infraction constatée lors de la vérification. Cependant, le refus initial d'obtempérer suggère des tendances provocatrices. Il est recommandé de poursuivre la surveillance de niveau 1. Passer à un suivi périodique si des signes de plainte communautaires organisés apparaissent. Malik marqua une pause. Ce n'était pas une évaluation, c'était un signal politique. Evelyn n'était pas une agitatrice. Elle n'avait jamais mené de manifestation. Elle écrivait simplement des lettres, comme des milliers d'autres citoyens, pour demander à être traitée décemment. Mais pour le système, cela suffisait à la mettre sur une liste. Malik a fouillé le dossier d'un programme appelé Civic Awareness Tagging System, CAT, une initiative discrètement pilotée destinée à signaler les citoyens réticents à obéir aux ordres. Dans la liste d'essais internes de 2000 à 2004, parmi plus de 900 noms codés, un seul apparaissait sans flou, ID 402 CITLF Thomas Evelyn, niveau jaune clair. Recommandation, surveiller le langage utilisé lors des interactions avec les agents. Evelyn Thomas, ancienne infirmière militaire, sans casier judiciaire, sans activité politique, a été étiquetée comme citoyenne à risque comportemental pour ne pas avoir baissé la tête. Malik croisa les mains et fixa l'écran. Pour la première fois, il réalisa que toute sa formation tactique ne l'avait jamais préparé à affronter un ennemi sans armes, sans base, juste une présence. Sur un champ de bataille, l'ennemi tire le premier. Ici, il n'a pas besoin de tirer. Il lui suffit d'inscrire le nom de votre mère sur une liste dont personne ne connaît l'existence. Il continua de chercher. Une lettre d'Evelyn avait été envoyée à la police d'État, demandant pourquoi elle avait été interpellée 4 fois en 3 mois. Aucune raison n'avait été donnée, aucun rapport n'avait été déposé. La plainte avait été ouverte, traitée et clôturée avec une seule remarque, cette citoyenne était auparavant inscrite au CAT. La crédibilité de la plainte doit être considérée avec prudence. Malik laissa échapper un rire sec, non pas de chagrin, mais de reconnaissance. Le système jouait à ce jeu depuis plus longtemps qu'il ne le pensait. Il n'avait pas besoin de la tuer pour l'effacer. Il l'avait fait lentement, en affaiblissant sa voix, en rendant son existence suspecte simplement parce qu'elle osait demander « Respectez-vous la loi ?» Mais maintenant, Malik avait tout. Et cette fois, ce ne serait pas elle qui le demanderait. Ce serait lui, non pas avec des mots, mais avec les armes même que le système lui avait autrefois appris à maîtriser, l'information, la structure et la stratégie. La maison semblait étrangement vide non pas parce qu'il n'y avait personne, mais parce que la seule personne qui lui avait donné ce sentiment d'être chez elle était partie sans laisser le moindre bruit. Malik n'écoutait pas de musique, ne répondait pas aux appels et ne regardait pas les informations. Pendant 48 heures, il resta dans le salon. Le vieux fauteuil exhalait encore le léger parfum de lavande des vêtements de sa mère. L'ordinateur devant lui restait allumé, une lueur constante dans la pièce obscure. Toutes les heures, Malik ouvrait le même dossier, un flux de surveillance résidentielle, extrait privé d'un système du ministère de la Défense, initialement conçu après le 11 septembre pour surveiller les comportements extrémistes. Personne au sein de la police ne savait qu'il existait encore. Mais Malik ne l'utilisait pas pour lutter contre le terrorisme. Il l'utilisait pour remonter aux détails que chaque rapport officiel s'efforçait de brouiller. Il ouvrit la vidéo du 6 juillet, le jour où sa mère avait appelé la ligne d'assistance interne du service. La caméra de la pharmacie montrait clairement Evelyn Thomas en chemise grise, portant un sac en tissu. 2 agents Odden et Campbell se tenaient face à elle. L'un posa une main sur son épaule, tandis que l'autre lui barrait le passage. Son visage ne trahissait ni peur ni colère. Elle ne résista ni ne recula. Elle se tenait simplement debout, le regard droit devant elle, les épaules fermes, ses gestes à eux seuls prouvant qu'elle ne s'inclinait pas. Malik figea l'image. Il fixa l'image de sa mère non pas à son dernier instant, mais à un moment où elle était encore pleinement elle-même, une femme noire refusant de demander la permission d'exister. Il ouvrit la vidéo suivante, du 9 juillet. La caméra du Porsche d'un voisin capta Dunn, arme à la main, traversant la pelouse. Evelyn venait de sortir, poubelle à la main. Il n'y eut ni précipitation ni mouvement brusque. En moins de 3 secondes, le coup de feu partit. Elle s'effondra. Personne ne courut à son secours. Malik n'a pas mis la vidéo en pause à la fin. Au lieu de cela,
il la ralentit image par image. Le visage de Dunn était paniqué, mais sans remords. Evelyn semblait abasourdie, comme si elle avait encore quelque chose à dire, quelque chose qui aurait dû être entendu. Malik éteignit l'écran, ses doigts crispés sur la souris jusqu'à ce que les articulations blanchissent. Il se laissa aller dans son fauteuil, fermant doucement les yeux. Pour la première fois depuis son retour, une larme coula sur sa joue. Il n'y eut pas de sanglots, pas de répit, juste un filet de sel silencieux. Indéniable. Car à cet instant, Malik réalisa qu'il avait déjà vu la mort maintes fois, mais jamais aussi cruelle, là où le tueur se tenait en plein jour, et où les morts étaient effacés du rapport. Cette terreur n'était pas seulement pour sa mère. Elle touchait tous ceux qui avaient été tués 2 fois, une fois par balle, une fois par le silence qui avait suivi. Malik ouvrit l'interface de récupération audio de niveau militaire, un système auquel seuls quelques rares individus avaient accès. Dans les archives internes du relais, il trouva une entrée marquée ATL 72010, horodatée à 10h12, le 6 juillet. Un fichier audio, non traité et sans suite, jamais entendu par personne au sein du service car il n'était jamais parvenu à personne. Malik appuya sur lecture. Pas d'image, que du son. Et la première voix était la sienne. « Je m'appelle Evelyn Thomas », commença-t-elle d'une voix rauque et lente, comme si elle lisait un vieux papier. « J'appelle pour signaler un incident survenu ce matin dans le quartier sud d'Atlanta. » Il y eut un silence. Puis elle reprit, calme mais déjà fêlée. « Je ne veux pas en faire tout un plat. Personne n'a été blessé. J'ai juste l'impression d'être regardé comme un étranger, là même où je vis depuis plus de 20 ans. » Malik ne sia pas et ne détourna pas le regard. Il écoutait comme si chaque respiration qu'elle prenait était enregistrée une dernière fois, non pas comme une image, mais comme une preuve. « Je ne demande rien. Je ne veux pas que quelqu'un soit renvoyé. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je veux juste vivre sans avoir à m'expliquer à chaque fois que je mets le pied dehors. » Un léger soupir suivit. Puis vinrent ces derniers mots, des mots qui firent sursauter Malik comme si quelqu'un avait appuyé sur une gâchette à la base de son crâne. Peut-être que, comme toujours, cet appel sera ignoré. Mais je le dis quand même, car un jour, quelqu'un ne se contentera pas d'écouter, il agira. Malik ferma le dossier. Il ne répondit pas. Il ne l'exporta pas. Il n'en avait pas besoin. Cette phrase était gravée dans chaque recoin de sa mémoire non pas comme une supplication, mais comme un ordre, une volonté. Ce texte n'est pas écrit à la main, mais prononcé par une femme qui a servi l'Amérique pendant la guerre et qui a ensuite été rejetée par ce même pays pour avoir dit ce que personne ne voulait entendre. Je ne me suis pas incliné. Malik se leva de son bureau. Il ne pleura pas cette fois, pas une seule larme. Ses yeux étaient secs. Sa respiration était régulière. Dans son esprit, il n'y avait plus de « pourquoi ?» une seule question, par où commencer? Il a rouvert l'interface et a étiqueté le fichier audio, public Trigger VoiceOver -1. La voix de sa mère ne serait plus enfouie dans un disque dur. Elle deviendrait le signal d'ouverture d'une campagne ou une sirène qui ne serait plus étouffée par la bureaucratie ou les avertissements internes. Et cette fois, il n'irait pas seul. Maman, je peux enfin voler de mes propres ailes. Et je ne te laisserai plus subir une injustice. Car cette voix quelqu'un agira n'était plus un espoir. C'était une déclaration, une directive, un cri de guerre. À l'endroit même où la paix avait été longtemps prêchée comme un mensonge, à 3 heures du matin, la maison était plongée dans un silence de mort. Malik n'arrivait pas à dormir. Il ignorait si c'était à cause de la caféine ou simplement parce qu'il n'avait plus rien pour apaiser ses nerfs. Il était assis par terre dans le salon, le dos contre le canapé. Il tenait à la main un téléphone militaire noir mat au boîtier en caoutchouc, un appareil activé uniquement en cas de situation hors de contrôle tactique. Aucune connexion au satellite civil. Aucun routage via les réseaux commerciaux. Lorsque Malik l'a allumé, l'écran affichait une seule ligne de code de confirmation. Pas de logo, pas d'icône, pas de couleur, une seule fonction, déclarer un incident particulier. Malik tapait lentement, chaque caractère étant délibéré, Delta Stra 129 Alpha BA Alpha, le code pour une victime civile avec un lien relationnel spécial avec le personnel de niveau stratégique. Il ne s'agissait pas de demander des représailles. Il ne s'agissait pas de demander quoi que ce soit. Il s'agissait d'activer un mécanisme dont la plupart des Américains ignoraient l'existence. La ligne fut établie après 2 sonneries. Pas de tonalité d'attente. Pas de musique de fond. Une voix masculine se fit entendre,
basse et claire. Sans préciser son rang, elle demanda une vérification d'identité. Malik n'hésita pas. Sa voix était basse, précise, sans un seul mot inutile. Agent stratégique national, niveau Stradé, code personnel MTTA 312. Signalement de type à endroit civil. Influence présumée des forces de l'ordre local. Civil disparu, Evelyn Thomas. Lien de parenté, ma mère. 5 secondes de silence. Aucune réaction émotionnelle. Aucune condoléance. Juste le son sec d'une frappe au clavier mécanique, sans compassion. Confirmé. Il ne s'agit pas d'un acte de terrorisme hostile. Confirmé. Incident causé par la force intérieure. Confirmé. Indiquez votre demande. Malik regarda son propre reflet dans l'écran sombre de l'ordinateur, sa voix baissant comme s'il prononçait un acte d'accusation. Je demande l'activation du protocole de réponse stratégique national de niveau 2. Une enquête indépendante sera menée sur l'ensemble de l'unité de police impliquée, y compris la chaîne de commandement et les archives des plaintes. Une évaluation de la conduite éthique de l'agent sur place sera demandée, conformément au protocole d'engagement en temps de guerre. Aucune objection. Aucune justification. Juste une dernière phrase. Demande acceptée. L'affaire sera transférée à la cellule d'analyse nationale sous commandement conjoint. Le dossier sera clôturé dans les 36 heures. Vous conservez vos droits d'accès. La scène ne relève plus de la compétence locale. L'appel se termina par un clic sec. Pas d'adieu. Malik ne s'y attendait pas. Il posa l'appareil et pencha la tête vers le plafond. L'épuisement persistait. La douleur persistait. Mais en lui, quelque chose s'était mis en branle, non pas une vengeance à main levée, mais une guerre mécanique dans un langage que seuls ceux comme lui, formés à effacer les traces, à remplacer les gouvernements et à renverser les régimes, savaient manier correctement. Et cette fois, l'opération n'a pas eu lieu à l'étranger. Elle a commencé chez lui, là même où sa mère a été tuée pour être restée immobile trop longtemps. À 9 h le lendemain matin, un SUV banalisé s'est garé sans encombre devant le siège de la police d'Atlanta. Pas de sirène. Pas de sommation. 3 individus en sont sortis, habillés comme des enquêteurs financiers. Costume sombre, chaussures discrètes, aucune arme visible. Aucun ne portait d'insigne militaire, mais leur posture à elle seule figeait l'espace d'accueil. L'un portait un badge temporaire avec un faux nom. Un autre tenait un dossier scellé, estampillé à la cire rouge, marqué de l'insigne du commandement interarmé. Le troisième ne dit rien, se contentant de présenter une carte d'identité noire portant ce texte froid. Force nationale d'analyse éthique et stratégique, commandement conjoint. Objectif, inspection stratégique indépendante. Au début, le chef pensa qu'ils étaient venus pour aider l'enquête. Il lui tendit la main avec un sourire diplomatique. Mais 5 minutes plus tard, il fut escorté hors de la salle des opérations non pas sous la menace, mais avec des ordres qui se passent d'explication. Tous les comptes internes ont été gelés. Les serveurs ont été déconnectés du réseau municipal. Une équipe distincte a extrait des images qui n'avaient jamais été versées au dossier. La division des ressources humaines a reçu l'ordre de remettre le dossier personnel complet de l'agent Travis Dunn et de 3 autres personnes qui avaient patrouillé avec lui lors d'incidents de recours à la force au cours des 3 dernières années. La salle de repos de la police était étrangement silencieuse. Les jeunes policiers se regardaient, incertains de ce qui se passait. Les vétérans restaient silencieux. Ils savaient qu'il ne s'agissait pas d'un audit administratif. Ce n'était pas une enquête civile. C'était un niveau où, si vous n'aviez pas d'autorisation, tout ce que vous faisiez pouvait être interprété comme une obstruction stratégique. Pas de cris. Pas de dispute. Mais l'air était lourd. Et au centre, un nom, Travis Dunn. Tout le monde savait que cela ne se terminerait pas par une erreur de procédure, car ces personnes n'étaient pas venues pour poser des questions, mais pour formuler des conclusions, et ces conclusions n'appartiendraient pas à des avocats de la défense familiers. Ils ne tomberaient pas sous le coup des comités de réconciliation. Ils relevaient des protocoles d'analyse d'engagement hostile en contexte non combattant. À 2 pâtés de maison de là, dans une unité d'analyse militaire sécurisée, Malik surveillait les données entrantes. Il ne rédigeait pas de rapport. Il n'attachait aucune émotion au graphique. Il lisait simplement. Chaque numéro. Chaque horodatage. Chaque clic de souris. Suivi du temps de réaction de Dunn avant et après le tir. Coordination GPS.
Données audio. Verdict final affiché, engagé, non menaçant. Il ne s'agit plus d'une erreur tactique, mais d'une violation des règles d'engagement passible de poursuite fédérale. Malik n'était pas content. Il n'y avait aucune raison de se réjouir. Mais il savait que ce qu'il détenait n'était pas seulement des données. C'était la preuve d'une guerre sans armes, où des gens comme sa mère étaient toujours les victimes, et où des gens comme Dunn étaient toujours connus par leur nom, mais jamais appelés à rendre des comptes. Son nom était Jada Fields, elle avait 11 ans et était en 6e année à l'école élémentaire Ferril. Sa maison était située juste en dessous de celle d'Evelyn Thomas. Le même vieux porche en briques, les mêmes jardinières en plastique décolorées par le soleil, les mêmes murs dont la peinture crème s'écaillait. Cet après-midi-là, Jada n'est pas allée à l'école parce que son professeur s'était déclaré malade et le cours avait été reporté au week-end. Sa mère travaillait toute la journée dans un salon de manucure dans un petit centre commercial, et son père livrait des colis dans Toomeydown. Jada restait à la maison avec sa grand-mère, qui quittait à peine le fauteuil à bascule du salon du matin au crépuscule. Après un simple déjeuner composé d'un sandwich au beurre de cacahuètes et de lait en boîte, Jada a démarré le lecteur DVD et regardé un vieil enregistrement du programme pour les jeunes de l'église du mois dernier. Chaque fois que son propre visage apparaissait sur les images en avance rapide, elle riait, jusqu'à ce que le crissement aigu des pneus déchire l'air à l'extérieur. Jada ne broncha pas. Les sirènes n'étaient pas rares dans ce quartier, mais cette fois, c'était différent. Le bruit ne passa pas. Il devint plus fort, plus proche, et la voix d'un homme hurla, chaque mot était clair. Elle s'approcha de la fenêtre et tira doucement le rideau. C'était la maison d'Evelyn. Elle se tenait sur le porche, un sac poubelle à la main, face à 3 policiers. Celui qui était devant, grand, blanc, tendu, comme prêt à frapper, avait déjà dégainé son arme. Le cœur de Jada fit un bond. Elle courut dans sa chambre et attrapa le Sony Handycam argenté, cadeau d'anniversaire de son oncle de Charlotte, qui lui avait dit « Filme ce que tu vois, même les plus petites choses ». Elle l'alluma et appuya sur « Enregistrer », sans trembler, comme si c'était la seule chose qu'elle savait avec certitude devoir faire. Dans la première image, Evelyn a levé la tête, la lumière du soleil attrapant ses cheveux et les rendant argentés. Un officier a crié « Levez les mains maintenant ». Elle n'a pas crié ni résisté. Elle a dit quelque chose, mais le micro de la caméra ne l'a pas bien capté. Et puis, bang, un craquement sec et aigu. Evelyn tomba comme un arbre coupé à la base. Le sac poubelle lui échappa des mains. Une poubelle vide dévala les marches et tournoya sur le béton. Son cliquetis métallique ne s'arrêtait pas. Jada n'a pas crié ni pleuré. Elle a juste arrêté l'enregistrement, serré la caméra contre sa poitrine et s'est reculée dans un coin de la pièce, les genoux contre la poitrine comme pour disparaître. Sa grand-mère entra par l'arrière-salle, ne dit rien, vit la fille tremblante, alla à la porte et la verrouilla silencieusement. Elle n'a pas appelé la police. Elle n'a appelé personne. Dans ce quartier, les gens savaient que lorsqu'on se faisait tirer dessus, la première chose à faire était de garder le silence. Et la seconde était de s'assurer que les images ne tombent pas entre de mauvaises mains. 3 jours passèrent. Jada n'avait toujours pas réécouté la cassette. Elle n'y parvenait pas. Il était resté intact dans la poche du manteau accroché derrière la porte. Mais dans son esprit, chaque seconde, chaque image se rejouait comme si elle ne s'était jamais arrêtée. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage d'Evelyn ni effrayé, ni en colère, juste l'expression de quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi il devait mourir. 3 jours après la fusillade, la grand-mère de Jada, la seule à savoir que sa petite-fille avait filmé toute la scène, s'est rendue discrètement à l'église communautaire Sainte-Agathe, portant la mini-cassette d'Eve cachée au fond de la poche de son manteau. La famille n'a pas appelé la police. Personne dans le quartier ne croyait qu'une vidéo changerait quoi que ce soit si elle tombait entre de mauvaises mains. Mais l'église était différente. Ici, les gens croyaient encore en la justice, non pas celle avec un grand J imprimé sur les documents, mais celle entretenue par la communauté. Le pasteur Elia Monroe, qui a mené une campagne pour rouvrir le dossier d'un adolescent abattu par erreur 4 ans auparavant, a accepté la cassette sans demander qui était Jada. Il l'a regardée une fois. Il n'a pas rembobiné ni commenté, il a juste fermé les yeux quelques secondes. Puis il s'est levé, a pris ses clés de voiture et a conduit. Il n'a pas appelé les principaux médias ni engagé d'avocat. Il s'est rendu directement au petit bureau de Southside News 6, une station indépendante où il avait autrefois soumis des images de manifestations lors de la répression de l'ADS. Une petite équipe, un équipement ancien, sous-financé,
mais l'une des rares stations d'Atlanta à avoir refusé le financement de l'État pour conserver l'indépendance de ses droits de diffusion. Linda Carson, une monteuse chevronnée, a été la première à visionner les images. Elle n'a rien dit pendant 17 secondes. Lorsqu'elle l'a rembobinée, elle était toujours silencieuse. Puis elle hocha la tête, se tourna vers le technicien et ordonna « Extrayez cet extrait de 17 secondes. Gardez le son. Pas de montage, pas de narration, pas de commentaire. » Le seul texte qu'elle a ajouté apparaît en simples lettres blanches en haut de la vidéo, filmée par un mineur, le 9 juillet, à South Atlanta. Les images ont été diffusées exactement à 18 h pendant le journal télévisé du soir. Pas d'effets spéciaux, pas de logo de station, pas d'introduction, juste l'image tremblante d'une handicap d'enfant et d'une femme s'effondrant sur son Porsche. Après la fin de l'émission, la diffusion a continué avec le bulletin météo comme d'habitude. Mais en 10 minutes, les lignes téléphoniques de la station sonnaient sans arrêt. Les appelants des boulangeries, des laveries automatiques, des salles de classe, des équipes de plomberie, des salons de coiffure, tous ont demandé une chose, sans exigence ni menace, puis-je obtenir une copie de ces images. En 24 heures, plus de 40 copies VHS ont été réalisées et distribuées à des organisations civiles. Des églises, des salons de coiffure, des restaurants et des bibliothèques publiques. Des images de la vidéo ont été imprimées et transformées en dépliants affichés sur des poteaux électriques, des abribus et des murs de cliniques. Le lendemain matin, l'Atlanta Voice, le plus ancien journal communautaire noir de la ville, a consacré toute sa première page à la dernière image de la vidéo, Evelyn tombant, le bras tendu, une canette vide à ses pieds. En dessous, un gros titre noir disait « 17 secondes et un décès ». L'article était bref, mais il touchait fort. Le silence se rompit. Après le service du dimanche, de petits rassemblements se formaient. Les gens ont apporté des journaux, des cassettes, des dépliants et le genre de rage qui couvait depuis des années. Lors d'une conférence de presse informelle, le pasteur Monroe était assis à un bureau en bois ordinaire dans le studio de Southside et a placé la bande en pause à la dernière image sur la table. Il n'a pas appelé à des émeutes ni à des déclarations légales. Il a simplement regardé la caméra et a dit, d'une voix semblable à une prière, elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas débattue. Elle est restée là, immobile. Et aujourd'hui, nous choisissons de ne plus rester immobile. Au début, Malik n'était qu'un nom vague sur un rapport temporaire, un parent de la victime, un ancien militaire. Pour les médias, il n'était qu'un fils en deuil présent au moment où sa mère a été abattue sur le pas de sa porte. Personne n'en savait plus. Aucune trace. Aucune vieille photo. Pas une seule information militaire. Les principaux médias ont essayé de trouver des photos de Malik par l'intermédiaire d'amis et de voisins, mais n'ont reçu que des réponses vagues. Il se présentait rarement.